ont repoussé les terroristes du M23 à 20 km de la ville de Goma. Les positions des forces régulières ont été attaquées encore le mercredi dernier. Le général Constant Ndima appelle la population au calme et à ne pas céder à la panique. L'ennemi mis en déroute a abandonné les armes et les effets militaires. Commentaire Françoise Bouelabouaki. Dans un communiqué publié ce mercredi 25 mai, le porte-parole du gouverneur militaire, Sylvain Ekenge, confirme que plus de 20 obus et bombes tirées de l'est vers l'ouest sur l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé mardi et mercredi sur le territoire congolais de Katale, non loin de la piste de l'ICSN à Rumongabo et les environs. Les attaques ont eu lieu au moment où les FARDC, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans le groupement de Jomba. Aussi, la position des forces régulières des Ruunda situées dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi, à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi à mardi à 3 h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, ce dernier, précise ce communiqué, a abandonné les armes et les effets militaires récupérés par l'armée. Il s'agit notamment d'un mortier de 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions PKM, d'une paire de tenues militaires et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes du M23. Le mercredi matin, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes, déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit, se comportent de manière professionnelle sur le terrain. À l'heure qu'il est, le gouverneur militaire a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargi de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour les investigations sur l'origine de ce grave incident. Entre-temps, un appel au calme et à la vigilance est lancé à la population. Le gouverneur militaire, le général Constant Ndima, les exhorte à ne pas céder à la panique et à faire confiance aux FARDC. Les suspects doivent être dénoncés auprès des forces de défense et de sécurité. Restons toujours dans ce même registre où le gouvernement congolais a convoqué une réunion de crise à la primature sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, plus précisément dans le Nord Kivu. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présidé une réunion sécurité avec les services compétents dans le secteur de la défense et sécurité. On fait le point avec Pati Tondouangou. Trop c'est trop, les mouvements rebelles M23 en affrontement depuis 3 jours contre les forces loyales, les FARDC dans le Nord Kivu. Fermeture de la frontière par ici, fermeture de la frontière par là. Très préoccupé, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a convoqué une réunion de sécurité en urgence ce mercredi 25 mai 2022 pour évaluer l'ampleur de ces cynismes humains et lever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, parlait de la violation des accords. Sur instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis 2 jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi, suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ça, c'est les faits pour ce qui s'est passé. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté.
Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru. Il y a un besoin d'un appui humanitaire, le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font, donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petites heures de ce matin du 25 mai 2022 que la population de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, fait face aux attaques barbares des M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge tient mordicus à la restauration de la paix, gage de tout développement dans cette partie du pays. La situation sécuritaire et des déplacés en RDC a été également évoquée lors de la 4e réunion du comité technique spécialisé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Aselo Okito. C'était à Malabo, en Guinée équatoriale, une rencontre qui a réuni les pays membres de l'Union africaine ayant en charge les questions de migration, des réfugiés, des personnes déplacées internes et rapatriées. Reportage José Baïtouambo. La 4e réunion du comité technique spécialisé de ministres de l'Union africaine ayant dans leurs attributions les migrations, les déplacés internes et les rapatriés tenus à Malabo en Guinée équatoriale a offert à la République démocratique du Congo une tribune pour non seulement faire connaître davantage au monde la situation sécuritaire toujours préoccupante, surtout à l'est du pays, mais aussi de faire un plaidoyer pour l'élargissement des dispositifs d'accompagnement d'après-conflit. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aselo Okito, a en quelques minutes démontré que le développement post-conflit ne doit se limiter aux seuls rapatriés. Au moment où je m'exprime présentement devant cette auguste assemblée, les violences combats se déroulent entre les forces armées de la République démocratique du Congo contre les groupes terroristes M23 a ressurgi à la frontière est de mon pays, précisément dans les triangles de Sabino, Tchanzu, Roulouni et au nord de la ville de Goma à Kibumba, avec comme conséquence les déplacements des populations du territoire de Rutshuru, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. Ne serait-il pas dangereux de ne pas désarmer, démobiliser et réinsérer dans leur communauté d'origine les ex-miliciens combattants? La République démocratique du Congo, par ma voix, estime utile que soit pris en compte, après les conflits armés, ces autres catégories victimes, ainsi que la reconstruction de l'environnement et infrastructures détruites, de même que la relance et le financement des activités économiques. Les travaux de la 4e réunion du comité technique spécialisé ont été clôturés ce mardi, laissant ainsi la place à d'autres réunions sectorielles avant la tenue de 2 sommets qui se tiendront le samedi 27 et le 28 mai. L'actualité, c'est aussi la signature du protocole des coopérations militaires entre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo, Gilbert Kabanda Kourenga, et son collègue de la République arabe d'Égypte, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Ahmed Zaki Mohamed. C'était au collège de hautes études, stratégie et des défenses, CHESD. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Reportage Thierry Nzazi. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kourenga et son homologue de la République arabe d'Égypte ont procédé à la signature du protocole
opération militaire entre les deux nations sœurs. La cérémonie s'est déroulée en début d'après-midi au collège de hautes études de stratégie et de défense CHESD en présence de plusieurs hauts gradés de l'armée congolaise ainsi que des membres de la délégation égyptienne qui ont accompagné le commandant en chef de forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Ahmed Zaki Mohamed. Le ministre congolais de la Défense et des anciens combattant a remercié son homologue égyptien d'avoir répondu à son invitation nonobstant ses multiples occupations avant de rappeler que la première sortie de l'armée égyptienne pour une intervention militaire en dehors de ses frontières fut en 1960 en RDC. C'est dans ce cadre que je me permets de vous informer que mon ministère de la Défense nationale et anciens combattants, de par son emploi, de par les ressources dont dispose la République démocratique du Congo, aussi bien en hommes qu'en matière première, a développé l'industrie militaire à partir du programme actuel de notre gouvernement. À son tour, le ministre égyptien de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki Mohamed, a remercié aussi le ministre congolais de la Défense pour son hospitalité et l'accueil chaleureux témoigné à l'endroit de toute sa délégation avant d'émettre un souhait de voir les conclusions du protocole de coopération permettre à ces deux nations sœurs de combattre les groupes terroristes qui menacent la paix et la sécurité des pays africains. Nous souffrons tous, en tant que pays africains, de menaces et de défis militaires et sécuritaires très similaires, notamment en ce qui concerne le terrorisme et la sécurité des frontières. Nos capacités nationales sont similaires en termes de pression économique, de ressources et de capacités limitées et de leur incompatibilité avec les exigences de faire face aux menaces militaires et sécuritaires croissantes. Parlons justice au WADA, des questions que se posent très souvent les cadres d'entreprise, les contentieux fiscaux, la sous-traitance et la comptabilité au WADA. Pour avoir une idée nette et surtout en avoir la maîtrise, ils ont suivi une session de formation avec les experts du cabinet. Reportage, Rudis Kitutu et Tony Djouma. De cadres d'entreprise outillés sur des thématiques liées au droit au WADA, notamment le droit des entreprises en difficulté, la fiscalité, le droit de la sous-traitance et les assurances comme moyen de sécurisation des investissements. Une session des formations destinées aux entreprises et autres corps des métiers par les groupements Cabinet Mavinga Declerc Partenaires et ITM dans le but de renforcer les capacités des ressources humaines pour plus de compétitivité. La formation n'a pas de limite. Et puis ce n'est pas la première formation que le cabinet Mavinga et ITM organisent. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas la dernière. Parce que les thématiques, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que la fiscalité, les assurances ou encore la sous-traitance. Il y a plusieurs questions sur lesquelles on peut discuter pour justement faire en sorte que les Congolais aient une connaissance approfondie de ces dispositions légales. Nos cadres d'entreprise ont besoin d'avoir une connaissance parfaite sur les assurances, entre autres. Il y aura le droit au WADA, si vous le voyez bien. Il y aura une question sur le contentieux fiscal et aussi sur la sous-traitance. C'est des questions que nos cadres se posent dans les bureaux. Ils ont besoin d'avoir des réponses qui sortent des experts dans la matière. Et cette connaissance parfaite et la compétence transmise par les experts feront de ces cadres d'entreprise des noyaux pouvant garantir avec compétence les investissements dans un pays comme la RDC qui en a tant besoin. Autre question, quelle est la procédure pour acquérir un carré minier? La réponse a été donnée par le directeur général du cadastre minier au panel de la table ronde sur la gouvernance du secteur minier. Reportage Eugénie Dada Chabani. La table ronde sur la gouvernance du secteur minier se poursuit au niveau des panels. Le cadastre minier, qui a pris une part active à l'organisation de ces assises, a par son directeur général, Jean-Félix Moupandé, explicité la procédure d'octroi du droit minier et superficiaire conformément au code minier. Cette procédure elle est dans la loi et dans les règlements. Pour obtenir un droit minier, il faut se présenter au cadastre minier, constituer son dossier conformément aux prescrits de la loi et le cadastre minier va vérifier la disponibilité de l'espace sollicité. Si elle est disponible et si vous êtes éligible au droit minier et vous en avez
la capacité financière telle que décrite par la loi, le cadastre minier proposera l'arrêté à son Excellence Madame la ministre des Mines pour que ces permis soient octroyés. Cette table ronde qui balise la voie à l'amélioration de la gouvernance du secteur minier concrétise la série de réformes initiées par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, pour rendre ce secteur compétitif. La mise en œuvre progressive des recommandations de ces assises fait augurer un bel avenir pour le secteur minier de notre pays, même si je ne sous-estime pas les défis immenses qui restent à relever. L'essor de ce secteur va apporter à l'État congolais des recettes substantielles pour son développement socio-économique. Dans le secteur des petites et moyennes entreprises, une table ronde s'est tenue à Kinshasa. Différents projets pour la promotion de la jeunesse talentueuse des 3 villes, Bukavu, Lubumbashi et Kinshasa, des villes qui ont été choisies pour justement expérimenter ce projet. Regardez. CUSO International, cet organisme de développement de renommée, s'engage dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC à travers le projet Talent Pluriel en partenariat avec l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC. C'est ce qui a justifié la tenue de cette table ronde à la Maison de France avec comme thème promouvoir la jeunesse talentueuse de la RDC. Sous la supervision du ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Moranzi Mumbembe, représenté par son conseiller en charge de l'entrepreneuriat, Popol Biabia. Avec 3 villes pilotes, à savoir Bukavu, Lubumbashi et Kinshasa, les jeunes Congolais pourront bénéficier d'un encadrement en entrepreneuriat. Ce projet prend en considération des aspects d'intégration de toutes les communautés et de toutes les vulnérabilités en mettant un accent particulier sur l'égalité des genres, avec comme objectif spécifique de permettre à ces jeunes de suivre un cursus de formation et de bénéficier de tout l'accompagnement nécessaire. Pour une meilleure appropriation du projet, cette table ronde a été élargie en panel au cours desquels plusieurs recommandations ont été formulées pour un accompagnement optimal de ce projet. Ça montre vraiment que les gens sont vraiment intéressés à ce projet qui a pour objectif de soutenir la jeunesse talentueuse de la RDC. Ça s'inscrit et dans la priorité du gouvernement et dans la priorité finalement des jeunes ici en RDC. Il s'y est de noter qu'un plan de formation de jeunes entrepreneurs congolais est prévu dans le projet Talent Pluriel et ce en vue de renforcer les capacités des bénéficiaires à la gestion de leurs micro, petites et moyennes entreprises. Sachez également qu'il s'est ouvert un atelier de validation de l'entrepreneuriat des femmes à élucider les pratiques culturelles et l'autonomisation économique afin d'assumer et permettre d'affiner les stratégies des disséminations et des plaidoyers pour catalyser un changement de loi. Reportage Mamita Bangoulou. Les recommandations de cet atelier de validation permettront d'arrêter des stratégies de plaidoyer bâties pour un changement des lois, des comportements et des pratiques en faveur du rayonnement de l'entrepreneuriat à Goma, Lubumbashi, Kinshasa et Matadi. Les participants sont conviés à s'approprier des résultats de cet atelier afin de s'en servir comme boussole. Une étude des textes relatifs à l'entrepreneuriat féminin en RDC s'emploie à inventorier des lois qui régissent le climat des affaires en vue de proposer des solutions dans ces milieux importants du développement national. Hier, le continent africain a célébré la journée mondiale de l'Afrique. En RDC, précisément à Kinshasa, cette journée commémorative a été marquée par la descente du groupe des ambassadeurs africains dans les installations de l'école Epé Mosolo. Nous sommes là dans la commune de Lantélé. Parmi les innovations annoncées, la création des cantines scolaires. On fait le point avec Luisette Ntsakala. Renforcement de la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain, c'est sous ces thèmes qu'est célébrée ce 25 mai 2022 la journée mondiale de l'Afrique. À Kinshasa, le groupe des ambassadeurs africains a jeté son dévolu sur cette école primaire Mosolomique située au quartier urbano-rural de Lancélé pour un accompagnement dans la mise en œuvre d'une cantine scolaire. En sa qualité du vice-doyen du groupe des ambassadeurs africains, Rachid Agassim opte pour le pragmatisme afin d'assurer un minimum de résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Notre action de ce jour
s'imprègne des vraies valeurs africaines, celles de la solidarité et du partage. Notre action ne se limite pas à cette journée seulement, elle s'étale tout au long de l'année. Peter Moussoko, représentant pays du PAM, Programme alimentaire mondial, lui a martelé sur l'importance des cantines scolaires. Pour la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, cette activité s'inscrit dans le cadre de la volonté politique du gouvernement pour la mise en œuvre du Programme national d'alimentation scolaire durable. Edi Kachala-Chiboui, directeur de l'EP Mossolomique, a salué les choix portés sur son établissement pour ses actions caritatives. Les parents de ces milliers ont des difficultés pour scolariser leurs enfants. Par le modèle des cantines scolaires que nous comptons créer ici, nous voulons impacter les milliers pour que les gens puissent se donner à produire eux-mêmes. Il s'en est suivi la remise des matériels scolaires et autres. À cela s'ajoute le chèque d'un don pour la cantine scolaire des 300 élèves de l'école primaire Mossolomique pendant 3 mois. Le changement climatique reste une question d'actualité mondiale avec ses effets néfastes tels que la désertification et la sécheresse qui s'amplifient dès par le monde. Quelques experts de l'environnement ont décrié la situation et font appel à la protection de l'environnement au cours de cet échange organisé par l'ambassadeur de Suède accrédité à Kinshasa. Reportage Christine Lenzo. Fait face à la désertification, selon les experts, ce phénomène est en train de s'aggraver et expose environ 35% des surfaces des terres du monde en danger. Les moyens d'existence des milliers de personnes qui y vivent sont indirectement menacés du fait des changements climatiques. D'aucuns pensaient que la sécheresse était la principale cause de la désertification. Bien que la sécheresse puisse aggraver les problèmes, ce sont plutôt les activités humaines qui la provoquent. On coupe les arbres, on détruit les forêts pour exploiter ce bois, n'est-ce pas? Et cela sans replanter. Quand vous voyez la quantité de braises qui sortent de nos villages, de nos qui circulent dans nos cités ici, il faut leur donner des solutions, de l'énergie alternative. Ces différentes questions d'environnement, aussi celles à traiter à la conférence Stockholm 50 en Suède, ont fait l'objet de débats lors des discussions en panel à l'ambassade de Suède en RDC, sous la modération de l'ambassadeur Henrik Rasbrand. Les différents intervenants et les délégués du ministère de l'Environnement ont réfléchi et échangé pour une planète saine pour la prospérité de tous, en perspective des assises mondiales prévues en juin prochain. Abordant cette question de la sécheresse et la désertification, Jeannette Bosingizi, présidente de l'ONG Logos Premier et militante de la protection de l'environnement, précise que cela expose la femme à plus de dangers. Je crois que c'est vrai, nous sommes un pays solution, mais nous devons être conscientes que nous sommes un pays solution. Les deux, quand il y a sécheresse, il n'y a pas d'eau. Mais c'est toujours la fille et sa maman qui font des longues distances pour aller chercher de l'eau. Et en faisant ces longues distances pour aller chercher de l'eau, parfois on les viole. La 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la Zambie et la RDC tenue à Lusaka en Zambie, dont la RDC a pris une part active à ses assises par le biais du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, le gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka, ayant participé à cette rencontre, a fait la restitution dès son retour à Kolwezi. Regardez. Il était 8h heure locale que l'avion transportant la gouverneure intérimaire du Lualaba s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Kolwezi. Fifi Masuka Saini revient d'une mission en Zambie où elle a participé à la 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la Zambie et la RDC qui s'est tenue à Lusaka dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet, ainsi que les cadres des partis politiques de l'Union sacrée de la nation s'étaient rangés pour l'accueillir. C'était une mission qui devait conduire le
vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son Excellence Asselo, accompagné de son collègue, le ministre de Défense. Nous avons passé en revue les difficultés ainsi que les projets qui peuvent unir les deux pays. Voilà, c'était une grande mission de développement, de sécurité et d'amitié. Marie-Thérèse Masuka Saini en a profité pour parler également de l'évolution des différents chantiers qu'elle a lancés sur l'ensemble de sa juridiction en cette saison sèche. Nous nous rappelons tous que les chefs de l'État, lors de son passage ici dans la province du Lualaba, nous avaient instruit d'échanger l'image de la province ainsi que le social de la population. Aujourd'hui, c'est déjà un pas pour le changement de l'image. Tout requinqué, Masuka Saini Fifi retrouve son Lualaba avec une détermination renouvelée pour poursuivre l'élan de développement tel que voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et cap dans la province du Haut-Uélé qui vient de signer un protocole d'accord avec la firme espagnole Rometa pour l'acquisition de plusieurs équipements dans le secteur des infrastructures. C'était en présence du vice-gouverneur de la province du Haut-Uélé. Regardez. Vice-président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, Jean-Faustin Tassilé, Christian Pitonga Magandro a posé sa signature sur le protocole d'accord entre le Haut-Uélé et la firme espagnole Rometa. Après plusieurs jours de pourparlers, les deux parties sont enfin tombés d'accord sur les modalités d'achat de cette machine Rometa spécialisée dans la fabrication de pavés, de blocs, de moules, de centrales à béton, de buses et plusieurs autres merveilles de la dernière technologie. L'émissaire du gouverneur de province Christophe Bessénénong a rassuré son partenaire de cette ferme détermination du Haut-Uélé de mener à bon port ce processus d'acquisition de cet engin une fois que les démarches administratives auront été terminées et l'accord de l'organe délibérant obtenu. Et nous sommes engagés pour que dans ce protocole tout soit exécuté de bonne foi. L'ambition pour l'exécutif provincial est d'implanter ces mastodontes multiples fonctions pour parachever notamment la viabilisation de la voirie urbaine de la ville d'Iziro, la capitale provinciale, la construction de plusieurs hôpitaux, écoles, routes ou encore de stades. Pour ce faire, les deux parties sont pour la signature d'un accord dans un meilleur délai une fois le verrou de la procédure soldé. Visiblement émerveillé par l'aboutissement heureux de la première partie de cette démarche, Jean-Faustin Tassilé s'est engagé à soutenir toute la démarche pour permettre à l'exécutif provincial d'acquérir ces engins dans un délai raisonnable. L'élu de Faradji est plus que convaincu de spécialité de cette machine Rometa qui va sûrement changer l'image de la province et créer de milliers d'emplois pour la jeunesse. Et on termine ce journal par la religion. Vous le savez, l'église kimbanguiste a célébré hier la festivité de Noël, la naissance de Jésus-Christ incarné dans la peau de Dialungana Kiangani, fils du prophète Kimbangu. Suivez ce reportage signé Tétis Samba et Iverson Kabwaba. À l'instar d'autres forces vives socio-spirituelles kimbanguistes disséminées dans les 4 coins du monde entier, la synergie de kimbanguistes de la ville-province Kinshasa, regroupée au centre d'accueil à Kassavubu, ont communié ensemble, comme une seule personne autour de la date du 25 mai, journée célébrée comme étant la Noël des kimbanguistes. Un blanc qui témoigne en faveur des Noirs, d'abord les papes, et de deux Gorbatchev. Un Noir de l'Afrique centrale, précisément de la RDC du Congo. Donc comparer tous ces témoignages. Donc pour dire que nous avons une réalité, que nous gardons nos kimbanguistes, nous sommes les dépositaires de la vérité. Donc, coup de chapeau à tous les kimbanguistes pour leur découverte et RECA, nous avons trouvé. Donc, il y a beaucoup de témoignages, même les Blancs, et même quand à Yankamba, ils ont découvert que Jésus est ici, le Saint-Esprit est ici. Apocalypse, ce sont les révélations de Jésus. Et au chapitre 3, verset 12, Jésus dit dans sa révélation à Jean qu'au vainqueur, je le placerai comme pilier ou colonne dans les temples de mon Dieu. J'inscrirai sur lui les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu qui est la Nouvelle Jérusalem, alors qu'il est connu que c'est Nkamba qui est la Nouvelle Jérusalem. Bien avant, ces kimbanguistes venus des 24 communes de Kinshasa avaient pris d'assaut toutes les grandes artères et routes principales de la capitale à travers une série de carnavals, scandales de cris de joie et entonnant
des mélodies tirées de la philosophie kimbanguiste. C'est par cette note que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et l'actualité continue sur nos antennes. Au revoir.